Salut à tous. Aujourd'hui, dans notre mystérieuse histoire, nous allons enquêter sur les énergies cachées du passé. Cette émission me tient vraiment à cœur. Je l'ai en tête depuis les débuts de la chaîne. Après un long travail de recherche dans de multiples domaines, je vais vous en exposer les résultats, et je suis persuadé que votre avis sur le sujet ne manquera pas d'évoluer dans le sens du possible. Les énergies cachées du passé, Tartaria Tech numéro 2, c'est tout de suite. Avant d'attaquer cette enquête extraordinaire, je souhaite remercier du fond du cœur Marianne, dont j'adore le prénom, qui représente tellement l'essence de notre cher peuple de France. Merci pour le don généreux que vous avez fait à la chaîne. C'est vraiment adorable. Je vais vous contacter pour vous offrir l'accès à notre canal Soutien Précieux, où vous aurez des infos sur les lieux de tournage en extérieur, avec la possibilité de nous rejoindre, de participer aux investigations, ainsi qu'une actualité exclusive de la chaîne et l'accès à tous nos dossiers personnels, dont celui de cette émission. L'idée que des technologies de pointe existaient dans le passé a toujours existé. Cependant, jusqu'à tout récemment, on croyait qu'il n'existait aucune preuve ou artefact significatif prouvant cette idée. Mais le développement des technologies de l'information, et en particulier d'Internet, a grandement simplifié le processus de traitement et de diffusion de l'information, ce qui a permis à divers chercheurs et passionnés d'accéder à toutes sortes d'archives numériques et de photographies anciennes où l'on peut voir d'étranges dispositifs que l'on suppose fortement être énergétiques. De nombreux exemples ont été trouvés dans divers domaines. Le cas le plus répandu de leur utilisation s'est avéré être sur les toits des bâtiments. Cette énergie libre bienfaitrice était indésirable pour les forces qui ont pris le pouvoir sur notre planète il y a environ 200 ans, au moment où Tartaria, le plus grand empire connu dont on nous a caché l'existence, était effacé. Une société florissante et saine d'un point de vue physique et moral, qui a accès à des technologies pour obtenir une énergie illimitée, gratuite et propre, ne correspondait absolument pas au plan de ces forces obscures qui dirigent aujourd'hui encore notre civilisation. C'est pourquoi la technologie a été cachée et oubliée. Il convient de noter que la plupart des exemples que nous avons trouvés sur les photographies anciennes appartiennent à une époque où la technologie recherchée était déjà sur le point d'être complètement démantelée de partout. Au moment où la photographie est apparue, certains éléments de ces installations ne fonctionnaient déjà plus, ou fonctionnaient de manière limitée. La période au cours de laquelle ces photographies ont été prises, la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe, tombent exactement au moment où le passage d'un paradigme technologique à un autre a eu lieu. Voici une série d'articles parmi des centaines sur l'électricité atmosphérique s'étalant des années 1850 à 1950. On mande de Dijon qu'un artisan spécialiste des questions d'électricité vient de mettre au point un appareil au moyen duquel il réussit à capter l'électricité atmosphérique et à l'utiliser pour l'éclairage de son habitation et de son atelier et pour la force motrice nécessaire à ce dernier. Nouveau Prométhée, en télégraphie de Madrid. À Pozuelo, commune située près de Madrid, M. Iglesias a expérimenté publiquement un appareil de son invention permettant de capter l'électricité atmosphérique et de l'employer à des usages industriels. Au moyen de son appareil, très simple installé sur une hauteur, M. Iglesias a réussi à allumer et à éteindre à volonté 15 ampoules électriques placées à 500 mètres de distance. On cite de lui les traits les plus surprenants de ce genre. Rien ne pouvait l'arrêter ou l'effrayer. Dans ses expériences sur l'électricité atmosphérique, il s'est exposé 100 fois à être foudroyé par le fluide électrique qu'il soutirait presque sans aucune précaution des nuages orageux. M.P. Volpicelli, le savant professeur à l'Université de Rome, rend compte des observations qu'il exécute depuis un certain nombre d'années sur l'électricité atmosphérique. Il décrit en particulier
une expérience démontrant d'une manière fort simple et ingénieuse ce fait que tout corps qui s'élève au-dessus du sol s'électrise positivement, tandis qu'un corps descendant devient négatif. Un garçon de Seattle prétend qu'il tire son énergie de l'air, dans le magazine amérindien Tome 7, 1919. Seattle Boy affirme qu'il obtient la puissance de l'air, étonne les scientifiques. Si l'invention s'avère un véritable générateur atmosphérique, les machines du monde le seront condamnées. Seattle, 6 janvier. Alfred M. Hubbard, un garçon de 19 ans de Seattle, a fait l'une des deux choses suivantes. Soit il a réussi à capturer la puissance électrique de l'univers dans un appareil de 12 livres, facile à transporter et qui ne repose sur aucune forme connue de générateur, révolutionnant la machinerie mondiale et bouleversant la civilisation, ou bien il a construit un canular mécanique qui déroute les capacités de devinette des plus grands électriciens de cette ville. L'invention de Hubbard, qui, insiste-t-il, est un générateur atmosphérique, sans aucun tour de passe-passe, a été emportée à des kilomètres de son laboratoire natal. Sous la surveillance d'un groupe d'électriciens experts, observant le test, un globe d'éclairage électrique ordinaire a été fixé aux bornes des câbles. La lumière a brillé de rouge cerise pendant une bonne heure. Hubbard a proposé de prolonger les tests autant d'heures que nécessaire afin de prouver que son invention ne fonctionnait pas sur batterie de stockage, mais produisait sa propre électricité minute par minute. Sa propre affirmation est que l'instrument continuera à produire du courant électrique indéfiniment, ou jusqu'à ce que l'isolant des fils pourrisse. Brevet de garde. En raison de l'état incomplet du brevet, Hubbard a refusé d'autoriser un examen du fonctionnement interne de l'appareil. Il donne l'explication générale suivante de sa structure. Le générateur est constitué d'un noyau en acier magnétisé entouré de plusieurs couches de fils. La méthode de fixation des fils et d'autres détails n'ont pas été révélés. Le magnétisme, dit-il, a lieu une fois l'emballage terminé, et après cela, l'instrument n'a plus besoin d'attention. Il ne s'agit pas d'une machine à mouvement perpétuel, insiste Hubbard. Il prend simplement l'énergie électrique de l'air et la transforme en électricité. En un mot, j'ai accroché mes fils à la queue de l'univers. J'ai eu mon idée, explique Hubbard, diplômé du secondaire, en travaillant dans une usine et en regardant une courroie tourner. Comme des milliers d'autres, j'ai découvert que je pouvais extraire une étincelle de la courroie en la touchant du bout du doigt. Et cela m'a donné l'idée, mais mon principe n'est pas celui de la ceinture. Tous les experts qui ont vu la machine en fonctionnement conviennent qu'il existe bien sûr une possibilité de supercherie, mais aucun d'eux ne dit que la supercherie est certaine. Tous disent que les affirmations de Hubbard sont étonnantes, stupéfiantes par leur ampleur, révolutionnaires, mais pas impossibles. Si Hubbard a fait ce qu'il prétend, avec une machine ne pesant que 12 livres, il a également fait ces choses. Qu'est-ce qui en résulte? Il a mis au rebut toutes les machines à gaz et à vapeur du monde. Il a mis toutes les grandes sociétés énergétiques à la faillite, en permettant à chaque maison de s'éclairer et de se chauffer elle-même. Il a permis à chaque ferme de fonctionner de manière autonome, sans aucun coût en électricité. Il a perpétué l'approvisionnement en énergie de toutes les usines manufacturières, chemins de fer, bateaux à vapeur, ouvrages de construction dans le monde. Il a rendu le carburant inutile, mettant d'un seul coup les mines de charbon et les puits de pétrole en faillite. Si un instrument d'un demi-pied de long produit suffisamment d'énergie pour faire briller une ampoule, alors un instrument de 18 pieds de long propulsera le plus grand bateau à vapeur du monde. Les automobiles accéléreront avec des moteurs plus petits et plus légers que les moteurs actuels, tirant leur puissance de l'air au fur et à mesure qu'ils passent. C'est à condition que l'instrument soit un véritable générateur atmosphérique. Et chose incroyable, voici des brevets d'appareils pour récupérer l'électricité depuis les airs. Appareil de collecte de l'électricité atmosphérique déposé en 1900, breveté en 1901. Appareil de collecte de l'électricité atmosphérique déposé en 1907, breveté en 1909. Cette électricité atmosphérique avait besoin de dispositifs, des sortes d'antennes pour être captées, puis utilisées et même distribuées. Nous allons donc en premier lieu faire une sorte d'inventaire de ces différents dispositifs énergétiques, ou antennes entre guillemets,
qu'il y a pu avoir dans le passé de par le monde. Certaines étaient sûrement des paratonnerres inventés par Benjamin Franklin en 1749, mais vous allez voir qu'il y a de nombreuses choses extrêmement curieuses quand on analyse et que l'on se penche sérieusement sur le sujet. Par la suite, nous élargirons le champ d'investigation à d'autres domaines énergétiques et technologiques, pour la plupart occultés du récit officiel. On commence avec les antennes métalliques en forme de tige. Ici, en Allemagne, après 1850, il y en avait beaucoup. C'est vraiment étrange. Nombre d'entre elles devaient servir pour la collecte et la distribution d'énergie libre. Une maison connectée en Russie, LOL. Estampe d'André Durand, 1839. La tour de l'Observatoire et le quartier général de la police sur la mer. Ce type spécial d'antenne était présente surtout en Russie. Le Kremlin, 1839. Dessin du pavillon sur la tour de la Douma de la ville, 1892, Saint-Pétersbourg, Russie. Le palais du roi, Kaiserbag, Lucknow, Inde. Se pourrait-il que les vases que l'on voit sur ces balustrades aient quelque chose à voir avec un système énergétique, comme une sorte de réceptacle amplificateur d'énergie? Car cette forme revient étrangement très régulièrement dans de nombreux domaines différents. Ces vases étaient-ils remplis d'une substance favorisant le processus, comme du mercure ou autre? Portsmouth, Angleterre. Bavière, Allemagne. Prusse, Australie. Sur le toit de ce bâtiment, on peut voir un ancien dispositif énergétique semblable à des bobines Tesla. Auparavant, cela devait servir pour la captation et la distribution d'énergie libre, d'électricité puisée depuis les airs et l'atmosphère. Le pavillon de la Russie à l'Exposition universelle de Paris en 1900. On croirait voir des antennes sur ces vases au bas de l'image. Il semble bien qu'un réseau de partage d'énergie était en fonction en ce moment-là. États-Unis. Un vase au centre d'une structure en forme de kiosque à musique semble être le centre énergétique du rassemblement. Toujours des vases. Sur les balustrades. Sur les toits. Sur les éclairages, ici à Vladivostok en 1919. Que font ces choses en forme de vase sur des machines industrielles? Cette forme est-elle propice, favorable, utile dans le domaine énergétique? Sur différents meubles, sur des téléphones. On retrouve même cette forme de vase sur des lits anciens. Était-elle porteuse de bienfaits pour le sommeil et la guérison? Ici, sur d'anciennes serres, vérandas, etc. Comme si l'énergie qui en émanait était également bénéfique à la nature et à la végétation aux alentours. Nous continuons avec les antennes métalliques en forme de sphère. Celles-ci reviennent également très régulièrement dans de nombreux domaines. Pour certaines d'entre elles, on se demande si elles étaient creuses et si elles étaient remplies d'un liquide améliorant leur capacité, comme par exemple du mercure, dont on sait qu'il est très réactif à l'électricité, ou même encore du mercure rouge, une substance énigmatique sur laquelle je reviendrai dans quelques instants.
Magnifique château de Samesano, en Toscane, Italie, surmonté de plusieurs sphères. Mystérieuse sphère métallique sur cette œuvre de Giovanni Battista Piranesi, de 1756, appelée Vue du mausolée de l'empereur Adrien. La grande ambassade de Pierre Ier arrive à Amsterdam 1697. Sur cette ancienne estampe, nous avons une combo, boule métallique et vase sur le monument au centre. L'obélisque de la place Saint-Pierre, cité du Vatican, était autrefois coiffé d'une sphère de bronze surmontée d'une pointe. La sphère fut, par la suite, déplacée sur la balustrade du Capitole jusqu'en 1850, date à laquelle elle a été retirée. D'ailleurs, 1850 est, je pense, une période charnière pour l'arrêt de l'énergie libre. Cette sphère en bronze faisait-elle partie d'un dispositif technique de collecte et distribution d'énergie libre? Et était-elle remplie d'une substance spéciale qui aidait à produire ou relayer cette énergie? Sur cette photo ancienne Taganrog, en Russie, nous voyons clairement un réseau électrique partant de deux colonnes situées au début d'une avenue. À leur sommet, deux boules métalliques et des câbles distribuant l'électricité, tel un maillage aux habitations de la ville. Puis, sur une autre photo ancienne de Toulouse, France, une configuration similaire avec deux colonnes à l'entrée de l'avenue de Paris. Celles-ci sont également surmontées de deux boules métalliques. Ce qui est étrange, c'est le tramway, tiré par des chevaux. Il n'est pas logique de produire tout un système ferroviaire pour simplement tirer des wagons avec des chevaux. Ces tramways fonctionnaient autrefois à l'électricité, produite grâce aux dispositifs énergétiques des colonnes, etc. Ces systèmes, pratiquement gratuits d'énergie libre, ont été mis à l'arrêt, la technologie cachée puis oubliée. Et c'est pour cette raison que les gens ont mis des chevaux pour tirer ces tramways par la suite. Ici, à Naples, en 1890, on voit encore la même configuration. Colonnes en début de rue, d'avenue, pour certainement les alimenter en énergie. On retrouve ces boules métalliques sur de nombreuses toitures anciennes. C'était assez répandu. Un château abandonné à Rougemont, en Caroline du Nord. Sans trop se mouiller, on peut déduire que l'ancien propriétaire avait de gros besoins en énergie. LOL. Et sur des temples également. Nikola Tesla, né le 10 juillet 1856 à Smiljan, dans l'Empire d'Autriche, actuelle Croatie, est mort le 7 janvier 1943 à New York, était un ingénieur et inventeur d'origine serbe, naturalisé américain. Il a émigré aux États-Unis en 1884. Tesla est connu pour ses nombreuses contributions à l'électromagnétisme, notamment le courant alternatif CA, le transformateur Tesla et la bobine Tesla. Il a obtenu plus de 300 brevets et on lui attribue près de 700 inventions, dont des systèmes électriques, des moteurs, des dispositifs de télécommunication et plus. Beaucoup de ces inventions n'ont toujours pas été mises en pratique. Sa célèbre tour de Wardenclyffe, un projet de transmission d'énergie sans fil, était destiné à fournir de l'électricité gratuite à travers le monde. Malheureusement, le financement a été interrompu et la tour n'a jamais été achevée.
Cela vous étonne-t-il? Je continue. Tesla a exploré l'idée d'une énergie libre sans fil, cherchant à distribuer l'électricité de manière efficace et universelle. Bien que certaines de ses idées n'aient pas été pleinement réalisées de son vivant, son influence sur la science et la technologie reste significative de nos jours. Je pense plutôt qu'on lui a mis des bâtons dans les roues pour éviter le développement de ces technologies bénéfiques et quasi gratuites. Comme je vous l'ai déjà dit, cette énergie libre bienfaitrice était indésirable pour les forces obscures qui ont pris le pouvoir sur notre planète il y a environ 200 ans. Nikola Tesla et l'éclairage. Je vous raconte une anecdote pour situer le personnage. En 1891, Nikola Tesla fait usage de lampes à décharge, lampes à induction, basse pression, sans fil, alimentées par un champ électrique haute fréquence pour éclairer son laboratoire. Donc, en 1891, alors que l'éclairage électrique en est encore à ses balbutiements, Tesla se crée une lampe électrique sans fil pour éclairer son laboratoire. Brevet 645576, déposé en 1897, accordé en mars 1900 pour les transmissions d'énergie sans fil. L'énergie est transmise par la haute atmosphère par les ballons métalliques. C'est complètement fou. Il y a près de 130 ans, Nikola Tesla avait les idées et la technologie pour envoyer de l'électricité sans fil en passant par la haute atmosphère et cela n'a toujours pas été appliqué ni démocratisé. C'est incroyable. Vérification expérimentale en 1898 de transmission d'énergie par gaz raréfié, simulant la haute atmosphère. Pearson's Magazine, mai 1899. Article illustrant l'idée de Tesla de distribuer l'énergie sans fil en passant par la Terre avec circuit de retour en haute atmosphère. Station expérimentale de Tesla à Colorado Springs. Le bâtiment abrite une gigantesque bobine Tesla. Un mât télescopique permet d'élever une boule de cuivre jusqu'à une hauteur de 43 mètres. Cette installation pose les bases opérationnelles de la tour de Wardenclyffe. La bobine Tesla. Montage à plusieurs bobines afin de créer des canaux indépendants de communication d'information ou d'énergie. Electrical Experimenters Magazine, février 1919. Tesla considère la Terre comme une sphère remplie d'un fluide incompressible. Une action de pompage de ce fluide, les courants telluriques, au rythme de la fréquence de résonance de la Terre, produira une énergie électrique récupérable et égale en tout point de la Terre. Donc une énergie libre gratuite et inépuisable. Tesla imagine des récepteurs légers sous forme d'ombrelles ou de dispositifs portatifs. New York American, 22 mai 1904. Tous les besoins en électricité, en énergie, auraient été comblés, et ce, sans limite de distance. Récepteur décrit dans le brevet 78-74-12 de Tesla, pour les messages ou les petites énergies. J'en reste béat, c'est fou. Donc, il a même imaginé des récepteurs pour l'information, comme on peut l'avoir avec nos smartphones actuellement. Mais ceux-ci auraient fonctionné avec l'électricité sans fil, sans batterie. La tour Wardenclyffe a été démolie en septembre 1917. Un autre brevet de Nikola Tesla, parmi des centaines, pour cette fois, un moteur électromagnétique dont on voit un exemplaire impressionnant. Vue comparative des différents bâtiments dans le monde, par John Reynolds, 1850. Antenne de la cathédrale d'Anvers, Belgique. Tour de porcelaine de Nankin, en Chine. Ces deux antennes ont l'air technologiquement avancées. Servaient-elles à la captation ou à la distribution d'énergie, d'électricité atmosphérique? Surtout que la tour de porcelaine de Nankin est faite justement en porcelaine, qui a longtemps été utilisée dans le domaine électrique pour ses propriétés non conductrices et sa solidité, en plus de son aspect esthétique.
Schönerbrunnen serait une fontaine du XIVe siècle située sur le marché principal de Nuremberg en Allemagne. Ses caractéristiques et ses formes me donnent vraiment l'impression qu'auparavant, elle était une sorte d'antenne pour l'énergie libre. Vert de gris, le meilleur conducteur électrique, le cuivre. Beaucoup d'anciens bâtiments étaient construits avec des tons en cuivre. Je pense que dans certains cas, cela faisait partie d'un système technique permettant la collecte d'énergie libre. Lucknow, Inde. Nous voyons maintenant ces structures en forme de kiosques à musique, très présentes dans le passé sur de nombreux bâtiments et plus encore. Vous pourriez vous dire que ce sont de simples éléments de décoration, des points d'observation, d'éclairage ou bien encore des endroits pour faire sonner des cloches, mais leur récurrence si abondante, leur taille souvent trop petite pour l'observation ou l'absence de cloches sont un signe de leur possible utilisation dans le domaine énergétique. De plus, il y a des preuves qu'autrefois, la plupart étaient munis de systèmes techniques mystérieux en leur centre, que l'on suppose être destinés à la captation ou à la distribution d'énergie libre, peut-être grâce au mercure. Sur ces images, nous voyons des ouvriers achevant la construction de la tour sud de la cathédrale de Cologne vers 1880. Un appareil mystérieux est placé au centre de la structure. Était-il rempli d'une substance favorisant une fonction énergétique? Comme par exemple du mercure, dont on sait qu'il est très réactif à l'électricité et qui a été déclaré élément extrêmement dangereux et toxique. Son utilisation domestique est restreinte de toutes les manières possibles. Ou même encore du mercure rouge, substance mystique qui n'existe pas officiellement, mais pour la possession de laquelle vous pouvez avoir des ennuis. Voici 2 articles russes, parmi d'autres, qui parlent de ce genre d'affaires. On prête à cette substance la réputation de contenir en elle une grande puissance, quasi nucléaire. Revue scientifique américaine, 21 janvier 1888. Bouée autolumineuse. La bouée représentée sur l'image est conçue pour faire sonner la cloche en raison du mouvement qui lui est transmis par les vagues. Le même mouvement est utilisé pour déplacer le mercure dans les tubes en forme d'anneau placés au sommet du cadre de la bouée. Les tubes sont très lourds et solides, et chacun contient des barrières qui font frotter le mercure contre les parois,
Pour assurer l'action constante d'un ou plusieurs tubes, ils sont inclinés à différents angles. Un léger mouvement de la bouée fait que le mercure se déplace autour des tubes en cercle et génère suffisamment d'électricité pour faire briller les tubes. Donc vous voyez, le mercure connu depuis au moins 10 000 ans selon l'histoire officielle, ses premières apparitions seraient en Turquie, permet par simple mouvement et frottement d'obtenir de l'éclairage. C'est déjà de l'énergie libre. Le mercure a pu être utilisé pour l'éclairage de nombreuses fois dans l'histoire, sur les bâtiments, etc. Et il est surtout très réactif à l'électricité, comme je vous l'ai déjà dit. Je soupçonne une utilisation pour la captation et le partage énergétique électrique également. Sur de nombreux tableaux anciens sont présents d'étranges dispositifs que l'on suppose être énergétiques. Ici sur l'œuvre de Jan Abrahams van Berstraten, de 1665. Ils sont souvent faits avec de l'or, matériau très conducteur utilisé dans le domaine électrique. L'Adoration des rois de Jan Gossard, XVIe siècle. Ils sont également souvent remplis d'une substance mystérieuse. Serait-ce une sorte de mercure, ou mercure rouge qui n'a jamais existé? L'Adoration des rois, cette fois-ci par Hugo van der Goes. On perçoit la poignée d'une épée faite d'un matériau cristallin translucide. Les cristaux ont des capacités fantastiques. Épée Tudor d'Henri VIII, Ashmolean Museum, Oxford, Royaume-Uni. Comment expliquer ceci? Une poignée en verre creux n'est pas le plus adéquat et le plus robuste pour combattre, mais il doit par contre être possible de remplir ce manche d'un liquide qui apporterait certaines capacités à cette épée. Artefact situé dans le Metropolitan Museum of Art à New York, aux USA. Sainte Claire chassant les infidèles par l'Eucharistie. d'Isidoro Arredondo, 1693. Puis, nous avons ces types de dispositifs. Leurs formes me font penser à des antennes fractales. Les antennes fractales sont des antennes qui utilisent une conception fractale autosimilaire pour maximiser l'efficacité d'un matériau capable de recevoir ou de transmettre un rayonnement électromagnétique dans une surface ou un volume donné. Un aspect clé de ces antennes est leur diagramme répétitif, fractal, également appelé itération. Les antennes fractales sont généralement considérées comme nettement plus efficaces que les antennes traditionnelles. De nombreux artefacts de par le monde ont cette dimension fractale. Ont-ils été conçus et étaient-ils utilisés dans un but énergétique? La poignée d'une ancienne épée chinoise en or et turquoise est similaire à un type d'antenne fractale. Mais pourquoi les anciens avaient besoin de cette sorte d'antenne sur une épée? Nous n'avons pas encore compris.
il est clair qu'ils n'ont pas coupé avec de telles épées. Grâce à la géométrie fractale, ces antennes peuvent être rendues très compactes, sans perte d'efficacité, ce qui en fait des composants indispensables dans la technologie électronique moderne. Sur ces anciennes photos, nous voyons des colonnes et obélisques surmontés de boules métalliques, les mêmes configurations qu'à Taganrog, Toulouse, etc. Faisait-il partie d'un réseau énergétique? Rome, Italie. Magdebourg, Allemagne. Celui-ci a même encore les traces d'une utilisation électrique à son sommet, sous l'antenne. On retrouve ces colonnes et obélisques même sur les toits. C'est vraiment étrange. Leur disposition présume une utilisation énergétique. Ici, à l'exposition universelle de Chicago en 1893. Rio de Janeiro, Brésil. Ces structures en forme de kiosque à musique, qu'on appelle aussi des rotondes, sont de différentes tailles et présentes partout dans le monde. Font-elles partie d'un ensemble de dispositifs énergétiques? Autrefois, ces rotondes pouvaient être équipées en leur centre de ces appareils mystérieux fonctionnant avec du mercure ou autre. Ces structures, généralement populaires, où les gens se rassemblaient, etc., favorisaient-elles, de par leur forme, un rayonnement énergétique bénéfique pour la santé et l'esprit? Voici un croquis qui daterait du XVIIIe siècle. Il nous montre les mouvements d'ondes et fréquences autour d'une rotonde. Il Duomo di Milano. Quand je vois ce bâtiment fantastique, j'ai l'impression de voir une ancienne centrale électrique chargée de récupérer de l'énergie atmosphérique, éthérique, avec des centaines d'antennes pointées vers le ciel. Beaucoup d'autres anciens bâtiments dans le monde entier me donnent également cette impression. Middle Age Wallace Tower en Écosse. Certains de ces bâtiments grandioses ont même des toitures en or, matériau très conducteur utilisé dans le domaine électrique. À Angkor, au Cambodge,
Il existait autrefois 2 réservoirs artificiels, les réservoirs Bareilles Est, aujourd'hui asséchés, et Bareilles Ouest, que nous voyons à l'image, dont la taille est impressionnante, 8 par 2,1 km avec une profondeur de 5 mètres. Personne ne sait vraiment quand et qui les a créés. On pense que les anciens Khmers les ont construits, mais personne ne peut identifier exactement les bâtisseurs du site. Ce qui frappe, c'est la précision des limites de la masse d'eau et l'ampleur du travail effectué. Entre ces 2 bassins se trouvent 2 temples tout aussi étonnants, Angkor Wat et Angkor Thom, qui nous rappellent étrangement les unités de mesure électrique Watt et Ohm. Serait-ce un ancien site de production énergétique, avec les bassins autour pour peut-être refroidir les systèmes, temples. Ces images de temples en Asie à perte de vue sont impressionnantes. J'y vois un ancien réseau de bâtiments énergétiques. Temple Putuozongcheng en Chine, construit vers 1770. Je pense que ce site était autrefois alimenté en énergie libre. On voit clairement sur les bâtiments de la colline adjacente au temple principal d'anciens dispositifs énergétiques. Ces stupas sont semblables à des bobines électriques actuelles. Certaines des toitures du temple ont l'air d'être en or, qui est très conducteur d'électricité. On trouve des stupas de toute taille dans ce temple, ici sur les balustrades, comme le seraient des relais d'énergie, des bobines Tesla. Les stupas, jadis érigés dans les contrées lointaines d'Asie, ne sont pas que des sanctuaires spirituels. Ces édifices majestueux étaient autrefois des récepteurs et distributeurs d'énergie libre, canalisant les forces atmosphériques et éthériques au service de la communauté. Leur forme agissait comme des antennes transcendant l'air du ciel en énergie. Ces monuments persistent comme des vestiges d'une époque où le sacré et la technologie se mariaient harmonieusement. Nombre de ces structures splendides sont faites ou recouvertes avec de l'or qui favorise la conductivité électrique. La tour de porcelaine de Nankin, immortalisée par Fischer von Erlach en 1721, suscite une intrigue particulière. Sa structure en porcelaine, matériau couramment utilisé pour sa non-conductivité électrique, suggère une fonction au-delà de l'esthétique. Cette tour pourrait avoir été conçue pour capter et distribuer l'énergie libre. Des tours en Chine, il y en avait beaucoup. Ici, la pagode Baochu à Hangzhou, qui a plus de 1000 ans selon les sources officielles. Elle fait aujourd'hui 7 étages, mais en faisait 9 avant sa reconstruction en 1933. Son antenne est incroyable. Je pense qu'elle aussi a été conçue pour capter et distribuer l'énergie libre. Quand je vois ces tours, ces pagodes anciennes avec leur antenne si spéciale, j'ai vraiment l'impression de voir du matériel électrique. Il semble que sur ces photos, nous ayons affaire à une ancienne centrale énergétique avec ses générateurs d'énergie libre. Nous voyons une série de photos de Chine entre 1900 et 1910.
il y a de nombreuses pagodes. Celles-ci ont vraiment l'air d'être des dispositifs énergétiques. Elles pourraient même faire partie d'un ancien réseau partageant l'énergie libre de tour en tour. Les antennes des temples asiatiques sont, comme on peut le voir, semblables à du matériel électrique. On retrouve même ces formes d'antennes énergétiques sur des objets. Certains sont faits d'or. En Asie, des casques en or sont également faits avec cette forme d'antenne. Impliquait-il une connexion de l'esprit avec une forme d'énergie dans le passé? Sur cette ancienne photo, on peut voir une antenne vraiment spéciale. Je la trouve très suspecte. Sur le sol de la cathédrale de Chartres, il y a ce motif de labyrinthe qui, étrangement, est le même motif que le circuit électrique de l'appareil électronique résonateur Schumann. Écoutez bien, c'est complètement fou. Cet appareil produit une onde basse fréquence semblable au champ magnétique terrestre. Le même champ magnétique terrestre dont parlait Nikola Tesla en 1900, dont il disait pouvoir s'en servir de guide d'onde. Il a émis l'idée que les orages puissent exciter la résonance. Donc, nous avons cette cathédrale, et il y en avait beaucoup dans cette configuration, avec un motif au sol utilisé pour la création d'ondes basse fréquence semblables au champ magnétique terrestre guide d'onde. Deux antennes géantes que sont les flèches, potentiellement capables d'échanger avec le champ magnétique terrestre, peut-être lors d'orages grâce à la foudre, cela excite la résonance. J'y vois une preuve que les anciens édifices, les cathédrales, étaient autrefois des dispositifs technologiques complexes servant un but énergétique. Ils pouvaient communiquer avec le champ magnétique terrestre et les courants telluriques de la planète et en extraire de l'énergie. On peut même parfois voir du cuivre conducteur d'électricité dans les motifs au sol de ces anciens édifices. Nous voyons l'Arc de Triomphe à Paris, qui a été construit comme un centre radial d'où partent toutes les rues et avenues alentour. Il y a cette théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'une sorte d'aimant géant permettant de distribuer de l'énergie autour de sa structure. Je ne trouve pas ça bête du tout, car des arcs de triomphe, également appelés portes, il en existe depuis l'Antiquité, comme ici à Palmyre en Syrie. Ou ici à Timgad en Algérie, dans l'ancienne cité romaine fondée au 1er siècle après Jésus-Christ par l'empereur Trajan. À Marseille, Montpellier et de partout dans le monde. Ici en Russie, Espagne, Allemagne, États-Unis. Bref, pour quelle raison construire ces structures imposantes qui n'ont pas de réelle fonction en plein milieu des centres-villes depuis l'Antiquité? L'option énergétique est à prendre sérieusement en considération.
Surtout que par le passé, fait extrêmement troublant, ces arcs de triomphe ou portes étaient appelés seconda machina, seconde machine, comme vous pouvez le voir sur cette ancienne estampe de 1745. Ou sur celle-ci de 1752. Vous pouvez taper seconda machina dans Google et voir les résultats de recherche. Il y a beaucoup d'autres exemples. Fête et illumination aux Champs-Élysées le 18 juillet 1790. Estampe prieur. Je n'ai pas l'impression que ce soit des bougies, de l'huile ou du gaz qui fournissent de l'électricité pour cet événement en 1790, mais bien de l'électricité. Comment l'expliquer? Alors que l'histoire officielle nous rapporte que l'éclairage électrique public a fait ses débuts près de 100 ans plus tard. On peut se poser la question, était-ce une forme d'énergie libre sans fil? Illumination des galeries du Louvre pour la naissance de Monsieur le Duc de Bourgogne le 25 août 1682. On peut également se poser la question pour cette illumination de 1682. Francfort, Allemagne, 1742. Également pour celle-ci. Réjouissance du peuple à Reims, le 27 août 1765. Peinture de Fiodor Alexeïev représentant le couronnement d'Alexandre Ier en 1802 à Moscou. Londres, 1852. Photographie au magnésium, 1857. Gravure sur papier par Peter Paul Trochel. Feu d'artifice au château de Nuremberg sur la Schießplatz de Saint-Jean pour célébrer le rétablissement de la paix après la guerre de 30 ans au sein du Saint-Empire romain germanique, 1650. Cette œuvre est fascinante. Regardons ça de plus près. Nous avons 6 guerriers combattant à l'épée dans des duels. De la foudre ou électricité semble jaillir des épées. Celle-ci distribuée par une sorte de miroir à droite et par le monument au centre. Il y a des lettres à côté de certains éléments. Et une note explicative leur est associée en bas de page en vieil allemand. J'aimerais vraiment savoir ce qui y est écrit. Si quelqu'un arrive à traduire ou à trouver l'info, partagez-nous cela en commentaire. Feu d'artifice à Moscou en l'honneur du tsar Pierre le Grand, le 12 février 1697. Cette œuvre est intrigante. Sur la gauche, nous pouvons voir l'aigle bicéphale, emblème de la Russie impériale apparenté à l'Europe en général. Et sur la droite, le croissant de lune surmonté de l'étoile, un des emblèmes que l'on suppose être de la Tartarie, Tartaria. On sait qu'une des religions de la Tartarie était l'islam, et l'emblème du croissant et de l'étoile est associé aux musulmans de nos jours, malgré que ce soit assez complexe quand on se penche sur le sujet pour le passé. On reviendra peut-être sur ce sujet passionnant lors d'une prochaine émission. Je rappelle que la Russie impériale partageait le territoire de la Grande Russie actuelle, incluant l'Ukraine, etc., avec la Tartarie, qui s'étendait jusqu'en Chine inclus, et plus. Ils se partageaient le même territoire, et se le sont également disputés, avec au final disparition de la Tartarie, et même le retour de la Chine qui lui appartenait auparavant. Donc, il est étrange de trouver cet emblème en grand honneur à la fête organisée pour le dirigeant de l'Empire russe. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Une soumission à la Tartarie, un partenariat avec la Tartarie, ou bien une domination sur la Tartarie à ce moment-là? Puis, quand on se rapproche, on peut apercevoir un paysage différent au travers de ces mystérieuses portes, arches. Vision à distance, téléportation, voyage vers d'autres dimensions. Que voulait nous raconter l'auteur? Je vous laisse juge. Mode paratonnerre, parapluie et chapeau ancré du XVIIIe siècle. Monsieur Plante cite le récit d'une violente tempête qui eut lieu le 27 juillet 1769, au cours de laquelle plusieurs centaines de personnes rassemblées dans une grande salle publique virent soudain apparaître un globe ardent de la taille d'un gros boulet de canon à travers une ouverture dans le toit. Toutes les lumières sont immédiatement éteintes et plus de 76 personnes ont été tuées ou blessées. L'histoire officielle nous dit ce qui suit. La mode des paratonnerres était une mode dans l'Europe de la fin du XVIIIe siècle,
après l'introduction du paratonnerre inventé par Benjamin Franklin. Les chapeaux paratonnerres pour dames et parapluies paratonnerres pour messieurs étaient les plus populaires en France, en particulier à Paris. Le concept qui a inspiré la mode était qu'un éclair frapperait le dispositif de protection conçu par Franklin au lieu de la personne, puis l'électricité voyagerait le long d'une petite chaîne métallique dans le sol sans danger. Je trouve curieux de se balader avec un câble en métal de 2,50 m traînant au sol. Les conditions atmosphériques ont certainement subi un changement radical il y a environ 200 à 400 ans. Et il semble qu'il y a 200 à 250 ans, il y avait une probabilité assez élevée d'être frappé par un éclair ou par la foudre en boule. Et ces pauvres gens essayaient simplement d'augmenter leurs chances de survie. Ce n'était probablement pas une mode, mais une nécessité. Cette atmosphère surchargée d'électricité et ces phénomènes de décharge électrique courants étaient-ils provoqués par une technologie d'énergie libre, d'électricité atmosphérique en fonctionnement à cette époque? Lars Porsena était un roi étrusque connu pour sa guerre contre la ville de Rome. Il régna sur la ville de Clusium. Il n'y a pas de date établie pour son règne, mais les sources romaines placent souvent la guerre vers 508 avant Jésus-Christ. Le tombeau du roi étrusque Lars Porsena est un bâtiment antique légendaire situé dans ce qui est aujourd'hui le centre de l'Italie, prétendument construit vers 500 avant Jésus-Christ à Clusium, aujourd'hui Chiusi, et décrit comme suit par l'écrivain romain Marcus Varron, 116-27 avant Jésus-Christ. Porsena fut enterré en dessous de la ville de Clusium, à l'endroit où il avait bâti un monument carré en pierre de taille. Chaque côté avait 90 mètres de longueur et 15 de hauteur, et au-dessous de la base, il y avait un labyrinthe inextricable, dans lequel, si quelqu'un entrait, sans la moindre trace de fil, il ne pouvait jamais découvrir son issue. Au-dessus de ce bâtiment carré, il y a 5 pyramides, une à chaque coin et une au centre, d'environ 22 mètres de large à la base et d'environ 44 mètres de haut. Ces pyramides sont d'une forme si effilée qu'au sommet de tout ensemble est soutenu un globe d'airain, et sur celui-ci encore, un pétase auquel des cloches sont suspendues par des chaînes. Ceux-ci font un tintement lorsqu'ils sont soufflés par le vent. Sur ce globe, il y a 4 autres pyramides, chacune d'une hauteur d'environ 30 mètres, et au-dessus d'elle se trouve une plateforme sur laquelle se trouvent 5 autres pyramides. Cette structure, d'environ 200 mètres de haut, aurait été détruite en même temps que Clusium elle-même en 89 avant notre ère par le général romain Cornelius Sylla. Aucune trace n'en a jamais été trouvée, et les historiens ont généralement considéré le récit de Varron comme une exagération grossière au mieux et carrément une fabrication au pire. Les différentes représentations de la tombe suggèrent qu'elle aurait pu être chargée de technologie. Au XVIIIe siècle, Angelo Cortenovis, prêtre et archéologue, a proposé que la tombe de Lars Porsena était une machine à conduire la foudre. Mais pourquoi Angelo Cortenovis prétendrait-il que la tombe de Lars Porsena était une machine à conduire la foudre, une machine pour collecter de l'électricité atmosphérique? Pourquoi suggérer que c'était son utilisation, à moins de soupçonner la même utilisation pour diverses autres structures observées? Très souvent, la pièce maîtresse au cœur des temples d'Asie du Sud, Inde, Cambodge, etc., est ce que l'on appelle un lingam. Les lingams sont faits de granit, basalte et sont même parfois des cristaux, dans des cas plus rares des métaux. On donne de nos jours aux lingams un sens et une forme phallique pour nous convaincre qu'ils ne sont que des organes génitaux en pierre. C'est un sens trompeur, pour simplement nous éloigner de la vérité sur leur fonction énergétique originale. Par le passé, ils étaient les centres énergétiques de ces temples qui captaient et distribuaient l'énergie libre. On ne connaît pas encore le fonctionnement technique complet de ces anciens dispositifs, mais on sait que les lingams ont diverses capacités. Certains ont la particularité de chauffer. Il faut comprendre que les cristaux ne sont pas seulement de beaux minéraux précieux. Après tout,
Un cristal est avant tout quelque chose qui a un réseau cristallin au niveau atomique. Cela signifie que les lingam, fabriqués à partir de n'importe quel minéraux cristallin comme le granit, le basalte, etc., pourraient également être appelés cristaux. Les cristaux sont connus pour avoir toutes sortes de propriétés électriques et énergétiques, dont la pyroélectricité et la piézoélectricité. Les écrans TV, smartphones, LCD sont faits avec des cristaux liquides. Les monocristaux sont utilisés en électronique avec par exemple le silicium dans les semi-conducteurs et bien d'autres. Lorsque les anciennes centrales énergétiques que sont les temples, etc. ont été mis à l'arrêt, les lingam d'origine ont pour la plupart été enlevés, détruits ou remplacés. Comprendre que les cristaux ont joué un grand rôle dans ces dispositifs énergétiques nous permet de percevoir beaucoup de choses différemment. Par exemple, pourquoi les pierres précieuses ont été insérées dans divers artefacts du passé. Apparemment, ces artefacts avaient une certaine utilité pratique. Je suppose que les cristaux ont été utilisés comme amplificateurs pour l'effet que ces artefacts pouvaient activer. Cette illustration du 22 juin 1904 montre E.B. Thomas assis devant une cheminée où un morceau de radium réchauffe la pièce. Cette publicité de 1904 également nous vend un réchaud au radium avec des capacités extraordinaires. Mais de nos jours, on nous dit que le radium est extrêmement radioactif et donc dangereux pour un usage commun, un peu comme avec le mercure. On peut légitimement se demander si dans le passé, les anciennes cheminées étaient réellement faites pour brûler du bois ou bien si elles fonctionnaient avec une technologie avancée. En effet, il existe des cheminées qui ont l'air de ne jamais avoir servi à brûler du bois, sur lesquelles il n'y a aucune trace visible de combustion, avec des tableaux et autres décorations au-dessus. D'autres ont l'air d'avoir un dispositif technique de chauffage, souvent avec des sphères et plaques métalliques. Fonctionnait-il avec du radium, du mercure ou l'un de ses dérivés? Était-il alimenté par énergie libre électrique? Autrefois, dans les majestueuses églises et cathédrales, les orgues jouaient une musique réglée en 432 Hz, une harmonie qui résonnait dans les âmes. Ces fréquences étaient source de bienfaits pour la santé et l'esprit. Cependant, ces orgues, en jouant leur musique, servaient-ils également à activer un partage d'énergie avec les champs magnétiques terrestres, en créant des ondes basse fréquence propices au transfert grâce aux motifs de sol semblables au résonateur Schumann, comme à Chartres, et en se connectant à la haute atmosphère avec les gigantesques flèches des édifices, à la manière d'antennes pour récupérer et partager cette énergie libre. Illustration du livre Musurgia Universalis d'Athanasius Kircher, 1602-1680. La grandiose cathédrale de Chartres. Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Nos ancêtres connaissaient le pouvoir de guérison du son. Ces représentations sonores en cymatique, techniques permettant la visualisation des vibrations acoustiques, sont semblables aux rosaces de ces édifices. «
Portail de la cathédrale de Reims en France. Apparemment, les formes géométriques régulières, les fractales, amplifient en quelque sorte l'énergie. Cette architecture grandiose, pointée vers le ciel, et ses motifs de sol si liés aux ondes des fréquences en synergie avec les orgues et les cloches, permettaient-ils une meilleure résonance des édifices afin de propager les bienfaits des sons et pour se connecter à la haute atmosphère grâce aux basses fréquences. Sur cette splendide représentation religieuse appelée le Sauveur du monde par Willem Vroland, XVe siècle, nous pouvons voir Jésus, le Christ, tenir un mystérieux globe bleu ciel. Œuvre magistrale d'Andrea Previtali de 1519. Le Christ apparaît avec un orbe de cristal dans sa main gauche. L'explication officielle est que l'orbe, surmonté d'une croix d'or, symbolise le règne du Christ sur la terre. Nous avons de nombreuses représentations merveilleuses du Christ avec ce mystérieux orbe de cristal. Sur certaines représentations comme celle-ci, de l'artiste Joos van Cleve, datant de la Renaissance, il y a comme un paysage à l'intérieur de l'orbe, comme si le Christ pouvait y avoir des visions, peut-être de ce qui se passe sur Terre ou dans les cieux, ou même avoir des connexions avec d'autres personnages. Jésus de Nazareth, le Christ, a-t-il réellement possédé un tel objet technologiquement avancé que l'on pourrait qualifier de magique, lui permettant d'avoir des visions éclairantes et capitales? Sur de nombreuses œuvres anciennes, on peut voir d'étranges miroirs sombres. Était-il fait de cristaux et avait-il certaines propriétés technologiques, comme par exemple la communication vidéo ou avoir des sortes de visions? Si vous pensez que tout cela n'est que de la fiction et extrêmement éloigné de la réalité, je tiens à vous rappeler que tous les moniteurs et écrans modernes fonctionnent également à base de cristaux. Sur cette enluminure de manuscrits datant de 1681, on peut voir une scène au travers d'un mystérieux miroir. Il y a d'autres exemples où ces mystérieux miroirs semblent fonctionner comme des télévisions. Nostradamus, 1503-1566. Commandé par la reine française Catherine de Médicis, 1519-1589, pour prédire le sort de la maison royale française, lui montre ses successeurs dans un miroir magique. Datation vers 1555. L'objet le plus étrange exposé dans la collection de John Dee, au service de Sa Majesté la Reine Élisabeth Ier, celui qui aurait inspiré la série James Bond avec sa fameuse signature 007, est peut-être son miroir magique,
un vide noir quelque peu sinistre. Ce miroir magique, fabriqué en obsidienne, verre volcanique, est originaire du Mexique et a été introduit en Europe vers 1527 et 1530. Il était auparavant utilisé par les prêtres aztèques pour évoquer des visions et faire des prophéties. Dee et Kelly auraient utilisé le miroir de la même manière lorsqu'ils conversaient avec des anges lors de séances effectuées ensemble en Angleterre et en Europe continentale entre 1583 et 1589. Après avoir passé tous ces éléments en revue, notamment les différentes sortes d'antennes et dispositifs du passé, les édifices anciens aux architectures grandioses, cathédrales, temples, pagodes, stupas, etc., les multiples capacités des cristaux et du mercure, les brevets pour les appareils de collecte d'électricité atmosphérique, les transferts d'électricité et d'informations sans fil que pouvait réaliser Nikola Tesla il y a près de 130 ans, puisant l'énergie infinie des courants telluriques, on peut déduire qu'effectivement, il y a eu des systèmes et réseaux technologiques employés pour la collecte, l'utilisation et le partage d'énergie libre dans notre histoire. De nos jours, ces technologies avancées bienfaisantes n'ont toujours pas été mises à disposition pour le grand public, et il en existe beaucoup dont on n'a pas connaissance. Nikola Tesla et d'autres ont-ils hérité de connaissances anciennes sur l'énergie libre? Les forces obscures qui dirigent actuellement le monde ont pris le pouvoir et organisé une sorte de reset il y a environ 200 ans. Les anciens réseaux d'énergie libre, en fonction de par le monde, ont été interdits et démantelés. Pour le profit et le contrôle des populations, ces forces ont également empêché le retour de l'énergie libre en mettant des bâtons dans les roues à des génies comme Nikola Tesla. L'arrêt de l'ancienne technologie a eu lieu au même moment que la chute de Tartaria, le plus grand empire connu dont on nous a caché l'existence. Y a-t-il un lien entre ces événements? Tartaria, avant son effacement, jouait-elle un rôle dans le développement des anciennes technologies d'énergie libre? Comment était le monde et la société avant la mise à l'arrêt de ces systèmes? Je vais continuer à enquêter. J'aimerais comprendre pleinement le fonctionnement de cette ancienne technologie et son lien avec Tartaria. Je vais également tenter de trouver d'anciens dispositifs que je soupçonne être liés à l'énergie libre pour les analyser avec vous. Je tiens à remercier les sites tartaria.info et stolenhistory.org sur lesquels j'ai pris quelques images très intéressantes. Je vous mets leurs liens en description. Ce sont des mines d'or pour les chercheurs en histoire alternative, la vraie histoire, celle qui n'est pas enseignée dans les livres d'école. Vous avez aimé cette émission? N'hésitez pas à soutenir la chaîne Notre Mystérieuse Histoire. Ça nous permettra de nous développer, de vous proposer plus de contenu et de meilleure qualité. Vous pouvez nous faire un don sur Tipeee ou PayPal. Vous pouvez également rejoindre les soutiens de la chaîne grâce à YouTube. Différents niveaux sont disponibles. En contrepartie et pour vous remercier, vous bénéficierez de nombreux avantages plutôt sympas pour certains, et très intéressants pour d'autres. Des badges de différentes couleurs signifiant votre niveau d'ancienneté quand vous commentez sur la chaîne. Les nouvelles émissions en avant-première avec la possibilité de commenter en direct. Un canal dédié où vous pourrez nous poser des questions avec un suivi exclusif de notre actualité et des coulisses. Accès à nos dossiers personnels sur les différents sujets passionnants en lien avec nos émissions, contenant tous les documents importants et rares obtenus au fil des enquêtes. Via ce canal dédié, des infos sur les lieux de tournage avec la possibilité de nous rejoindre et même de participer aux enquêtes. N'hésitez pas à aller voir les multiples avantages disponibles dans la section Rejoindre les soutiens de la chaîne, à côté du bouton S'abonner sur notre page YouTube. Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux, on y poste régulièrement des articles très intéressants, des photos anciennes, des gravures, des peintures magnifiques et plus encore. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est vraiment super, un grand merci à vous. Tous nos liens sont dans la description de la vidéo et épinglés dans la section commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très vite les amis.